Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, 0 €, il s'agit du montant de la dotation globale de fonctionnement accordée à Paris cette année pour la deuxième année consécutive par l'État. Ce n'est pas seulement que la DGF consacrée à Paris par l'État a baissé et que cette baisse, il est vrai, a commencé il y a une dizaine d'années. C'est que pour la deuxième année consécutive, le montant de la DGF accordée à Paris, c'est-à-dire aux Parisiens, est de 0 €. Ce montant, il est à la hauteur de la considération et de l'estime du gouvernement à l'égard de notre ville et des Parisiens. On peut se consoler aussi ironiquement en se disant qu'il sera difficile de faire moins. Eh bien si, en réalité, puisque ce serait sans compter sur la hausse constante de la péréquation qui, elle, ne connaîtra aucune pause et continuera invariablement son ascension en atteignant 780 millions d'euros en 2024, soit une multiplication par 9 en 14 ans, et tout cela sans la moindre prise en compte des charges de centralité qui pèsent sur Paris. J'aurais pu, de ce point de vue, reprendre mon intervention de l'année dernière et même d'il y a 2 ans sur le débat d'orientation budgétaire, puisqu'elles sont toujours d'actualité. Les ministres changent, mais la politique anti-Paris du gouvernement, elle, demeure. Et au regard de la situation, vous avez, Madame la maire, au nom de Paris, engagé une action en justice contre l'État pour non-respect de ses obligations constitutionnelles en matière de libre administration et d'autonomie des collectivités locales. Nous vous en sommes gré et serons évidemment attentifs aux suites de cette démarche juridique et politique. Car il existe une charte européenne de l'autonomie locale qui impose que les collectivités aient des ressources propres suffisantes. À Paris, nous en sommes bien loin. Les représentants du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, qui font régulièrement des contrôles pour vérifier que les États respectent leurs engagements et qui se sont déplacés début septembre, ont tenu des propos négatifs sur le respect par la France de l'obligation d'accorder des ressources propres suffisantes aux collectivités, garantie de leur autonomie, et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Tous les élus de France le disent. Alors n'en déplaise à notre opposition municipale, toutes les déclarations récentes du président de l'Association des maires de France, M. David Lisnard, du président de l'Association des départements de France, M. François Sauvadet, qui, sauf erreur de ma part, appartiennent à leur famille politique et non pas à la nôtre, ce sont eux qui disent la même chose que nous. En effet, pas plus tard que vendredi, c'est François Sauvadet, président de l'Association des départements de France, qui disait évidemment qu'on va droit dans le mur et il parlait de la politique de l'État vis-à-vis des départements. Tous les responsables d'associations d'élus locaux sont unanimes. Nous assistons à un phénomène de recentralisation de la part de l'État et de perte de l'autonomie et des ressources propres des collectivités. Qui plus est, je reprendrai aussi les propos d'André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, qui, dans une tribune intitulée « Le supplice du garrot », écrit « Le transfert de charges de l'État vers les collectivités par le biais de politiques nationales dont le coût est tout ou partie assumé par les budgets locaux, et à Paris nous en savons quelque chose, est une tendance lourde, comme c'est par exemple le cas pour le secteur de la petite enfance ou encore celui de la rénovation thermique des écoles. Le gouvernement, du haut de sa tour d'ivoire, décide et les collectivités, elles, payent. S'ajoute à cela la hausse du SMIC, la revalorisation du point d'indice, socialement nécessaire et que nous approuvons, mais intégralement pris en charge par les collectivités territoriales, sans soutien financier du gouvernement qui en décide. Nous sommes, nous, collectivités, contraints de voter des budgets à l'équilibre. Nous subissons la hausse des prix, l'absence d'indexation des ressources sur l'inflation, qui est de 5% cette année, ce qui génère plus de 5 milliards d'euros constants de pertes pour les collectivités. Alors que le concours de l'État est non seulement figé en face, mais baisse même de 550 millions d'euros au plan national l'an prochain. Et
La recentralisation financière se caractérise aussi par un fléchage toujours plus important des dotations de l'État en fonction des priorités qu'il fixe lui-même. Les études menées pour l'Association des maires de France sont formelles. La suppression des taxes locales, la taxe d'habitation en particulier, a généré 2 milliards d'euros de pertes cumulées pour les collectivités depuis 2017 du fait du calcul des modalités de la compensation. Ce dispositif de compensation de la taxe d'habitation, il s'est accompagné par ailleurs depuis 2020 du gel des taux des autres taxes locales ce gel des taux s'est aussi appliqué pour la compensation des impôts économiques supprimés comme la CVAE. Cela prive les collectivités et donc notre ville de l'évolution dynamique dans leurs anciennes ressources. Il serait bon, quand on parle d'augmentation de la taxe foncière que nous avons votée et que nous assumons, de parler de l'ensemble des contraintes auxquelles aujourd'hui sont soumises les collectivités territoriales et donc la nôtre. À titre d'exemple, l'écart entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait dû être encaissée par les collectivités en 2023 et la compensation réelle par le gouvernement atteint près de 800 millions d'euros. Et la Cour des comptes elle-même finalement s'alarme et affirme que les collectivités territoriales sont en passe cette année d'être déficitaires. Et alors que les collectivités avaient dégagé un excédent en 2022, elles devraient en effet être en déficit de plus de 2,5 milliards cette année et 3 milliards l'an prochain. Et pourtant, il n'y a pas d'inflexion politique du gouvernement, en tout cas pas pour l'instant dans le cadre du projet de loi de finances de 2024, qui sera certainement une nouvelle fois adopté par le 49.3. Est-ce que des amendements seront pris en compte malgré tout pour rééquilibrer la situation? Est-ce que les parlementaires qui siègent sur les bancs de l'opposition au Conseil de Paris soutiendront ces amendements? Nous l'espérons, mais l'expérience des années passées ne nous rend pas optimistes, bien au contraire. Et j'invite aussi les Parisiens à regarder le vote de leurs parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce qu'ils défendent leurs intérêts ou est-ce qu'ils ne les défendent pas? Car c'est ça la politique du gouvernement faite envers les collectivités territoriales. Et plutôt que d'entendre les sempiternelles attaques et critiques sur notre budget, les demandes fantasques, abandonnées d'ailleurs, de mise sous tutelle par la droite parisienne, nous aurions aimé voir l'ensemble des élus parisiens à nos côtés pour dénoncer l'accord entre Valérie Pécresse et Clément Beaune sur le financement des transports en Île-de-France, accord pour lequel ni l'État ni la présidente de région n'ont daigné contacter notre Conseil de Paris et qui nous prend, excusez du peu, 300 millions d'euros sur le budget de la ville pour financer Île-de-France Mobilité, tout en augmentant le pass Navigo pour les usagers à hauteur de 86 €. Rappelons au passage que ce pass avait déjà fait l'objet d'une augmentation de 9 € l'année dernière, augmentation de la participation des usagers, augmentation de la participation des collectivités et notamment des Parisiens. Voilà, c'est cela la gestion de la droite, sans aucune concertation, sans aucune décision démocratique préalable. Et ce passage en force contre Paris et les Parisiens, il réduit notre capacité de mise en œuvre des politiques de transition écologique et de solidarité que nous menons. Il s'inscrit à contresens de l'histoire de ce point de vue. Nous proposons de faciliter l'accès des transports en commun en remboursant les abonnements des jeunes, des familles, des personnes âgées, des plus modestes, pas de les en exclure. Alors oui, lorsqu'il s'agit de créer une taxe additionnelle à la taxe de séjour, et d'augmenter le remboursement mobilité des entreprises pour financer Île-de-France Mobilité, cher Maud Gattel, la droite répond présent et nous répondrons présent également. Mais lorsqu'il s'agit d'augmenter, comme nous le demandons régulièrement, la taxe de séjour pour investir pour les Parisiennes et pour les Parisiens,
Nous le soutenons. Et là, de votre côté, c'est silence radio. C'est ça la réalité de votre double discours. Quand il s'agit d'aider vos amis politiques, la hausse de la taxe de séjour est donc une bonne chose à vous écouter. Et quand il s'agit d'investir pour les Parisiennes et les Parisiens, c'en est une mauvaise. Donc nous verrons comment vous réagirez, comment vous voterez sur les amendements que nous proposerons au projet de loi de finances pour 2024. C'est ça la politique politicienne, sans conviction, sans sens des responsabilités à laquelle vous vous livrez. Nous ne sommes pas des démagogues, nous soutiendrons les mesures fiscales nécessaires pour financer les transports publics en Île-de-France, comme nous l'avons dit à la présidente de région, car seul l'intérêt général doit primer, et l'intérêt général de Paris et des Parisiens, il doit primer aussi. Et par ailleurs, en effet, il y a des mauvaises nouvelles. Le contexte national et international est difficile et incertain. La crise immobilière nous touche de plein fouet. Elle pèse sur les finances de tous les départements de France. Et à Paris, ce sont près de 300 millions d'euros de baisse des droits de mutation à titre onéreux. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, et malgré l'appel à l'aide des professionnels du secteur immobilier, malgré la sonnette d'alarme déclenchée par les collectivités locales, que fait le gouvernement? Rien ou presque. Et pourtant, cette grave crise du logement, elle n'est pas parisienne, elle est nationale. Alors oui, n'en déplaise à notre opposition, et malgré toutes ces mauvaises nouvelles, nous gardons le cap en effet. Nous investissons pour davantage répondre aux enjeux climatiques et à la crise du logement, tout en nous préparant à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. C'est notre feuille de route, celle pour laquelle nous avons été élus et réélus, et j'ai une mauvaise nouvelle pour la droite parisienne, nous n'y dérogerons pas. Nous allons donc continuer à investir dans le logement social, parce que les Parisiennes et les Parisiens ont besoin de se loger. Nous construirons dans tous les arrondissements, y compris dans le 7e arrondissement, et cela permettra à Madame Dati d'organiser des pots d'accueil dans sa mairie d'arrondissement. Nous allons continuer à investir dans la transition écologique et énergétique avec le plan climat air énergie pour atteindre nos objectifs et faire de Paris une ville neutre en carbone dès 2050 parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité et des générations futures. Ce document d'orientation budgétaire, il donne des perspectives claires sur les 3 années à venir, que ce soit sur l'augmentation des dépenses de solidarité ou encore l'augmentation de la masse salariale, avec des hypothèses sur les droits de mutation qui sont raisonnables. Alors oui, à l'heure des fausses informations et du dénigrement permanent, il faut souvent rappeler la vérité. Les finances de la ville sont saines, bien gérées, et je remercie la maire de Paris, Paul Simondon et l'exécutif pour leur action. Et notre budget pour 2024 sera, on en voit ici les prémices, un budget sérieux, un budget responsable, un budget ambitieux, au service des Parisiennes et des Parisiens les plus fragiles, au service de la transition écologique et dans le respect de nos engagements pris lors des dernières élections municipales. Je vous remercie. Merci beaucoup.